11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration et écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Ismaël Saïdi. Ismaël Saïdi, vous êtes comédien, metteur en scène, écrivain. Vous avez signé cette semaine une tribune dans le Figaro qui a fait beaucoup de bruit. Une tribune qui était intitulée « En tant que musulman, je ne me voile pas la face sur la nature de l'antisémitisme en France ». Nous allons parler tous les deux pendant une heure de cette question de la montée de l'antisémitisme en France. Antisémitisme rime-t-il aujourd'hui avec islamisme? Y a-t-il un antisémitisme culturel? Le conflit israélo-palestinien est-il parfois qu'un prétexte justement pour une partie des musulmans pour exprimer une forme de haine des Juifs et d'Israël? Et surtout, comment on sort de cet engrenage infernal? Tout de suite, vos réponses en toute vérité, Ismaël Saïdi. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Ismaël Saïdi, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Je vais être très honnête avec nos auditeurs. Cette fameuse tribune du Figaro qui a beaucoup tourné, je crois qu'elle a beaucoup tourné parce que votre parole était importante. Beaucoup de Français attendaient une parole de vérité de quelqu'un qui se revendique comme étant musulman. Donc c'est moi qui ai reçu cette tribune. Vous me l'avez envoyée spontanément au Figaro Vox, la rubrique débat opinion du Figaro dont je m'occupe. Pourquoi avez-vous éprouvé ce besoin d'envoyer cette tribune? C'était quelque chose de... J'ai eu l'impression que c'était assez viscéral quand vous m'avez envoyé ce papier. Ça l'était. Alors moi j'aime pas trop, en général je reste dans ma grotte, je fais mes tournées, je fais mes spectacles, j'écris mes trucs, je reste un peu dans ma grotte, j'essaie de m'éloigner un peu des tempêtes médiatiques parce que ça permet de mieux réfléchir. Mais là, c'était plus fort que moi en fait. Depuis le 7 octobre, on a vu des images horribles, des images dégoûtantes, des images ignobles, et ça se serait passé n'importe où ailleurs sur Terre. Je pense qu'on en aurait beaucoup plus parlé que ça. Et ici, donc, ça se passe en Israël, ça se passe dans des conditions effectivement compliquées d'un pays où il y a les Palestiniens, les Israéliens, un très très vieux conflit. Mais surtout, on a une ignominie. En fait, on a des gens qu'on a kidnappés, il y a des otages, il y a des gens qui souffrent, des gens qui meurent. Et très vite, on est passé à autre chose. Et très vite, il a fallu presque sommer d'abord les Juifs là-bas de justifier. C'est vrai, c'est pas vrai, on n'est pas tout à fait sûr, peut-être qu'ils exagèrent. Et puis, comme d'habitude, c'est revenu ici en fait. C'est revenu ici et les jours passent et puis on se rend compte que on recommence. On n'a pas le droit de mettre sa kippa parce que si on la met, peut-être qu'on va se faire agresser. Des mezuzahs qu'on arrache, des livreurs qui veulent pas livrer. Et effectivement, ça a été plus fort que moi parce que je me dis, je peux pas juste me taire. Finalement, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de crier. Et comme je ne sais rien faire d'autre que d'écrire, j'ai écrit et je voulais envoyer parce que je pensais que c'était peut-être le moment de parler à un moment donné. Merci de nous l'avoir envoyé. Je pense qu'effectivement c'était le moment de parler. Vous l'avez dit, vous êtes écrivain, metteur en scène. On parlera aussi de vos spectacles, qui sont des spectacles très importants, notamment le spectacle Djihad que peut-être certains ont vu à Paris parce que ça a été un grand succès. Ça fait plusieurs années qu'il tourne à Paris. Mais poursuivons peut-être effectivement cette conversation. Vous aviez le besoin de parler, mais on voit que c'est difficile de parler aujourd'hui pour les musulmans. Ceux qu'on entend, hélas, sont parfois ceux qui crient Allahu Akbar, place de la République, ceux qui sont dans un discours victimaire. Est-ce qu'ils sont représentatifs ou pas? Et pourquoi c'est aussi dur de parler pour les autres, notamment pour les instances représentatives? Je pense qu'il faut déjà qu'on arrête de chercher des gens qui représentent qui que ce soit. Ouais. Moi, j'ai parlé en mon nom parce que pour l'instant, le chemin que j'ai choisi pour croire en une transcendance quelque part s'appelle l'islam. Peut-être que demain sera autre chose et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, comme j'ai choisi ce chemin-là, pour être honnête vis-à-vis de moi-même, je peux pas me taire. Après, je représente personne et je pense que l'erreur qu'on commet en France depuis très très longtemps, c'est de chercher un ou une représentante. L'islam est connu pour ça. L'islam n'a pas de clergé. Dans tous les cas, c'est open bar, c'est freestyle. Ça va dans tous les sens. Donc, c'est très compliqué d'avoir un ou une représentant. Et c'est ce que je disais. On passe notre temps à dire que le conflit est importé. Il n'y a pas de conflit qui est importé, en fait.
Il y a un antisémitisme, il est là. Alors, parlons un petit peu de ce qui s'est passé là-bas avant de revenir vers la France, mais quand on écoute les enregistrements audio de ces terroristes, ils parlent des Juifs, ils ne parlent pas des Israéliens. Je veux dire, à partir du moment où ils parlent des Juifs, on n'est pas dans un conflit de territoire. Ce n'est pas comme si le Belge s'attaquait aux Français en disant ça y est, j'ai battu le Français, je lui prends un morceau de territoire. C'est on a tué des Juifs. Donc déjà, c'est les Juifs qu'on vise. Ça, c'est clair et net. Ça n'a pas été assez souligné. On n'en a pas assez parlé. On a très vite dérapé vers le conflit de territoire. C'est vrai. Je me permets de vous couper parce que on voit encore ce conflit comme un conflit de territoire. D'ailleurs, c'est assez légitime. On peut souhaiter tout à fait que les Palestiniens aient leur territoire et leur État. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'on est en fait dans un conflit culturel, de civilisation, entre peut-être un conflit idéologique aussi. En tout cas, que le Hamas n'en a rien à faire du territoire palestinien et poursuit un autre but. Alors, civilisation pas. Moi, ça me fait toujours marrer, pas le bon terme, mais ricaner quand j'entends des gens comme Éric Zemmour parler, ou d'autres encore, de conflit de civilisation, parce que une civilisation vierge d'une autre, ça n'existe pas. L'islam n'existe que parce que... Le Hamas, c'est un honneur peut-être de parler d'eux en tant que civilisation. Et même trop, ils sont plutôt la déchéance de toute forme de civilisation. Mais si on parle vraiment de civilisation, la civilisation islamique n'existe que parce qu'il y avait la chrétienté avant, le judaïsme avant. Tout le monde s'est mélangé, tout le monde s'emprunte de tout. L'islam est en Europe depuis le 8e siècle en Andalousie. Donc c'est pas ça la question. La vraie question, c'est on va déjà arrêter de dire que les Juifs les Français juifs sont en danger tant qu'il y a un conflit là-bas. Parce que ça voudrait dire en fait que on a le droit de leur taper dessus tant que c'est pas réglé là-bas. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que le conflit israélo-palestinien est devenu le cachex de cet antisémitisme-là. On a eu plein de raisons de cacher l'antisémitisme ou de le justifier. Ça va du nazisme à d'autres raisons encore. L'extrême droite est encore là, même s'ils se cachent un peu. Ils ont toujours cet antisémitisme ancré en eux. Mais ici, le cache-sexe, c'est le Moyen-Orient pour l'instant. C'est pour essayer de justifier, en fait, cette haine qu'on a à l'égard des Juifs. Et on glisse vite au départ, c'est Israël, puis c'est les potes des Américains, puis ils détiennent le monde, puis les banques, et hop, on est reparti pour le même dérapage. Et je pense qu'il est important, il est humain, il est obligatoire, si on veut vivre dans ce pays sans se regarder en chaîne de faïence, de nommer les choses. Et donc, oui, il y a un antisémitisme en France. Oui, il y en a à l'extrême droite. Il y en a à gauche aussi. Je veux dire, il est plus sexy, plus bobo, plus feutré. On va dire les choses avec des mots beaucoup plus châtiés, mais il existe aussi. Et il existe au sein des différentes, parce qu'il y en a plein, communautés musulmanes à travers le monde. Et je pense qu'il faut en parler. Il a existé au sein du christianisme, on en a parlé. On a pu régler, entre guillemets, c'est pas régler, mais on a pu gérer ce problème quand on en a parlé. Quand on a parlé des Juifs, des Issides, une fois qu'on en a parlé, on a pu soigner la blessure. Il va falloir en parler pour l'islam aussi. C'est un antisémitisme qui vient de loin, parce que vous avez parlé du conflit israélo-palestinien. On peut avoir l'impression, quand j'écoute les commentaires, que l'antisémitisme en France est né simplement de ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit. Mais premier livre là-dessus, c'est Les territoires perdus de la République. Ensuite, on a eu Mohamed Merah, on a eu Ilan Halimi, Sarah Halimi. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement ancré sur le territoire depuis longtemps. On n'a plus beaucoup de temps, je crois, avant la pause, mais dans votre tribune, vous parlez même d'une anecdote sur le 11 septembre où vous disputez, je crois, avec votre oncle qui n'a pas forcément la même vision des choses que vous. Oui, parce qu'on voyait plus les humains, on voyait, ça y est, on a battu les Américains. Ça y est, on a fait tomber ces chiens d'Américains. Les 3000 personnes, dont celles qui se jetaient des tours pour sauver, elles ont été complètement déshumanisées. Et bien sûr que c'est vieux. Vous avez un exemple encore aujourd'hui, je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, un imam... aujourd'hui, cette semaine, il y a un imam qui a été condamné parce qu'il a dit qu'il fallait tuer les Juifs jusqu'au dernier et que alors c'est assez fascinant, quand il se cacherait derrière une pierre, la pierre dirait « Oh, musulman, viens, il y a un Juif derrière moi ». Cette parole, elle est vieille, mais on me l'a appris, j'avais 6 ans. Je veux dire, donc, c'est pas venir le conflit israélo-palestinien. À un moment donné, il faut peut-être assumer les choses, parler. Il y a une problématique, il y a un problème, non pas dans les textes, parce que les textes racontent une histoire du 7e siècle ou même du Moyen-Âge, c'est plus souvent des histoires du Moyen-Âge par rapport à un contexte. Il va falloir apprendre à les expliquer, à les décortiquer. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge.
Merci Ismaël Saïdi. On poursuit la conversation en toute vérité sur Sud Radio après une courte pause. On essaiera d'approfondir cette question-là, de voir comment ça se passe dans certains quartiers. On se retrouve après une courte pause, toujours avec Ismaël Saïdi, en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Ismaël Saïdi, auteur, comédien, metteur en scène. Il a écrit plusieurs pièces, écrit et interprété d'ailleurs plusieurs pièces. Djihad, la dernière en date, c'était Eden, je crois. Et vous êtes ici aussi en tant que citoyen, puisque vous avez fait une tribune dans le Figaro intitulée en tant que musulman. Je ne veux pas me voiler la face sur la nature de l'antisémitisme en France. On parle de cette question de la montée de l'antisémitisme dans le contexte du conflit israélo-palestinien, même si vous nous l'avez dit, pour vous c'est un antisémitisme plus ancien. On va être au téléphone avec Fergan Aziari qui est politologue, qui a réagi récemment sur Twitter aux propos du recteur de la grande mosquée de Paris. Fergan Aziari expliquait qu'il était en désaccord effectivement avec les propos du recteur, qu'il les jugeait contre-productifs, puisque le recteur expliquait qu'il est anormal qu'un musulman soit antisémite parce que le Coran cite les grands prophètes israélites. Fergan Aziari, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Fergan. Pourquoi cette réaction? Le recteur est un des rares, j'ai envie de vous dire, quand même à avoir essayé de condamner assez fermement le Hamas. Pourquoi malgré tout réagir et expliquer qu'il est contre-productif de dire que dans le Coran le Coran cite des prophètes juifs? Alors déjà, je pense qu'il faut faire un petit peu de sociologie et rappeler quelques données que malheureusement le recteur de la Grande Mosquée met sous le tapis. Puisqu'aujourd'hui, tous les sondages qui sont effectués vous montrent que en France, mais pas seulement, les musulmans figurent parmi les catégories les plus sensibles aux préjugés antisémites. En 2022, une étude de la Fondapol présidée par Dominique Régnier et une étude aussi copubliée avec l'American Jewish Committee, estimait que 15% des musulmans en France reconnaissent éprouver de l'antipathie pour les juifs, soit une proportion supérieure de 10 points à celle mesurée dans l'ensemble de la population française. Et ces chiffres sont sans doute sous-estimés dans la mesure où il faut quand même avoir atteint un niveau de haine particulièrement élevé pour être capable de l'exprimer en public. Cette étude, elle précise aussi que l'idée d'une mainmise des juifs sur les médias, elle est partagée par 54% des musulmans. L'idée d'une mainmise des juifs sur l'économie et la finance est partagée par plus d'un musulman sur deux. Et donc, ces préjugés antisémites-là, ils existent et malheureusement, en les niant, en les minimisant, le recteur de la Grande Mosquée contribue à dissimuler un problème de société qui est assez fondamental, le tout en recourant à des arguments pseudo-théologiques qui sont quand même assez discutables. Comment vous expliquez justement cette difficulté des responsables musulmans? Alors Ismaël Saïdi nous rappelait tout à l'heure très justement qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, mais enfin les voix qu'on pourrait entendre ont du mal à s'exprimer, et le recteur de la Grande Mosquée est peut-être celui qui a eu un des rares à avoir essayé au moins. Mais comment vous expliquez ce tabou? Disons qu'il y a aujourd'hui effectivement une difficulté pour une société civile musulmane à se structurer pour lutter contre ces maux internes qui pose la question de savoir en fait quelles sont aujourd'hui les opinions dominantes à l'intérieur même de la communauté musulmane. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un musulman sur deux en France qui est sujet à des préjugés antisémites. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Et donc, les personnalités qui représentent, en tout cas les interlocuteurs autoproclamés ou désignés comme tels de la communauté musulmane, si tant est qu'il y en ait une, eh bien, sont aussi au fait de ces difficultés. Et on voit bien que les quelques voix isolées qui tentent de tenir un discours
pour proposer un islam plus libéral, comme M. Chalgoumi et autres, sont tout de suite isolés, stigmatisés, menacés. Et donc, ce genre de contexte n'est pas propice, effectivement, à l'émergence d'interlocuteurs dans le monde musulman qui porteraient une voix puissante et une voix en faveur d'un islam plus libéral, si tant est encore une fois que cet islam soit possible. Fergan Azeri, vous êtes un intellectuel libéral, vous préparez, je crois, un livre sur cette question de l'islam en France. Vous l'avez dit, il y a l'opinion, une partie de l'opinion musulmane. D'où vient cet antisémitisme? Est-ce que c'est des textes, finalement, ou est-ce que c'est culturel? Est-ce que ce sont des acteurs islamistes qui travaillent la société française? Je pense notamment aux frères musulmans qu'on entend parfois, en réalité beaucoup, qu'on prend parfois comme interlocuteurs légitimes. D'où cela vient-il? Il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'il y a malheureusement dans la tradition musulmane une tradition antisémite qui est profondément enracinée. Alors le recteur de la Grande Mosquée, tout à l'heure on l'a cité, a essayé de noyer le poisson en soutenant que le Coran ne pouvait pas être antisémite parce qu'il citait les grands prophètes israélites. Seulement, il s'agit là d'une déformation totale du message coranique. Vous savez, les historiens, les islamologues considèrent la présence de traditions juives et chrétiennes dans le Coran comme un indice révélateur du milieu dans lequel le corpus coranique a été formé. Et de fait, l'islam est une religion qui est née dans les environs de la péninsule arabique de l'Antiquité tardive, au carrefour de nombreuses traditions, parmi lesquelles figurent des chapelles chrétiennes et juives. Et donc les deux grandes puissances de l'époque, que sont la Perse et l'Empire romain d'Orient, hébergent d'importantes communautés juives. Et donc on émet l'hypothèse que les rédacteurs du Coran ont pioché, plagié des nombreuses traditions hérésiques qui circulaient dans leur environnement. Simplement, lorsque le Coran évoque des traditions juives, ce n'est pas pour rendre hommage au judaïsme, c'est pour au contraire mieux dépasser et mieux dénigrer le judaïsme, puisque le Coran et l'islam, faut-il le rappeler, considèrent que l'islam est la seule vraie religion, celle qui a toujours été professée par les anciens prophètes et héros bibliques, avant d'avoir été falsifiée par les juifs et les chrétiens. Et donc, si vous voulez, ces préjugés-là sont au cœur de la dogmatique musulmane, et de fait, l'image du juif dans la mythologie musulmane est une image qui est plutôt dépréciative, en tout cas n'est pas vraiment laudative et positive, parce que l'islam s'est constitué dans un environnement social historique où les préjugés antisémites étaient monnaie courante, à la seule différence près que dans le monde chrétien, il y a eu au fil des siècles une autocritique qui a abouti à l'émancipation des Juifs, notamment à partir du XVIIIe siècle, quand cette autocritique, ce travail mémoriel n'a jamais eu lieu dans le monde musulman aujourd'hui, ce qui explique, à mon avis, beaucoup d'animosité, enfin une grande partie de l'animosité entre les juifs et les musulmans, en tout cas cette animosité étant principalement originaire de la communauté du monde musulman aujourd'hui. Ismaël Saïdi, je vous voyais parfois dodeliner de la tête, parfois approuver. Vous vouliez réagir. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Fergan Azeri? Est-ce que vous la partagez? Alors, j'aime pas faire de la théologie quand je suis sur les plateaux en télé, parce que j'ai jamais le temps de le faire, et c'est ça qui est horrible. Mais là, vous avez le temps. Et si vous me donnez 3 ou 4 minutes, je veux bien répondre. Je vous les donne. J'ai écrit un livre avec Rachid Benzine qui s'appelle « Mais finalement, il y a quoi dans le Coran ?» J'ai écrit un bouquin avec un islamologue qui s'appelle Michael Privot sur la biographie de Mahomet. J'ai écrit une série qui est diffusée sur France Télé qui s'appelle Les Voyages de Lina, où je déconstruis tout ça. Alors, je suis d'accord à presque à 80% avec ce que monsieur vient de dire. Il y a 20% où je suis pas d'accord, ce qui est déjà pas mal quand même, finalement. Je suis pas du tout d'accord avec le recteur de la mosquée de Paris qui a fait la même erreur que Daesh. Ça, au risque de vous choquer. C'est-à-dire qu'il va dans le Coran, il cherche ce qu'il arrange et il nous le balance au visage. Le Coran ne se lit pas par verset, le Coran se lit par séquence. Ça n'a strictement rien à voir. Pour chaque verset que sortira le recteur de la mosquée de Paris positif, j'en sors 2. Négatif à côté. Daesh a sorti des versets qui disent qu'on a le droit d'avoir des esclaves sexuels, et ils ont dit, nous, on va l'appliquer à la lettre, et ils l'ont fait avec les Yézidis. En 2 minutes, quand je rencontre des collégiens, des lycéens, j'en ai quand même rencontré près d'1 million qu'avec Djihad sur les 2 millions de spectateurs. Quand je vais dans les prisons où je joue cette pièce devant des gars condamnés pour terrorisme, je reprends toujours
le même schéma. Le problème qu'on a, c'est que souvent, ce sont des discours intellectuels et on n'arrive pas à les ramener à un niveau compréhensible. Prenons le Coran. Si demain je rencontre une femme et que je tombe amoureux d'elle, ou un mec, c'est mon droit le plus strict, mais je rencontre quelqu'un et que je tombe amoureux, on va s'envoyer des SMS, des lettres, et nos premiers écrits vont être très beaux, vont être sublimes, voilà, je t'aime, tu m'aimes, tu es génial, etc. Notre relation va empirer avec le temps, on ne va plus s'aimer, on va s'engueuler, puis les SMS à la fin seront « tu me dégoûtes, tu ronfles la nuit, etc. » Prenons ces messages qu'on s'est envoyés, on va les mélanger et vous les retrouvez 1000 ans plus tard. Lequel est vrai, lequel est faux? Tout est vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les remettre dans l'ordre chronologique. Alors, plongeons pendant 2 minutes au 7e siècle. On est au 7e siècle. On est dans le Hijaz, dans la partie occidentale de l'Arabie. On a cet homme, pour ceux qui y croient, il s'appelle Mohammed. Ceux qui n'y croient pas, on va l'appeler Mahomet. Il entend une voix, il pense que c'est Dieu. Il est dans cette petite bourgade qui est la Mecque. Et il essaye de se faire entendre par les siens. Personne n'écoute. Et donc, il convoque des figures bibliques, qui effectivement sont déjà là. Ces histoires, on est dans l'Antiquité tardive, comme le dit monsieur, ces histoires remontent de partout, remontent du Yémen, remontent de toutes ces régions du monde, de l'Empire byzantin, etc. Donc il convoque des figures bibliques en disant, vous allez voir, mon cousin juif là-bas, quand il va me voir, il va savoir que c'est moi son prophète. Et donc toute cette partie-là, elle est hyper positive à l'égard des juifs. Et encore, je dis les mots juifs, c'est pas le bon terme, à l'égard des tribus arabes judaïsées, c'est le bon terme. On le chasse de la Mecque, parce qu'on se dit, là, ce qu'il nous raconte, ça tient pas la route. Il va un peu plus au nord, dans cette espèce de petite bourgade qui s'appelle Médine, un peu plus riche, où il y a des tribus arabes judaïsées. Et là, il les rencontre pour la première fois. Et il leur dit, je suis votre prophète. Et là, ils lui disent, écoute, il y en a déjà un qui a essayé avant toi, ça n'a pas marché, t'as rien à faire ici. Et finalement, le discours coranique se transforme. Il passe de c'est les meilleurs à ils sont pas si terribles que ça, finalement, ils ont trafiqué leurs textes, etc., jusqu'à terminer par c'est des singes et des porcs, et le rabbin sont l'équivalent d'ânes qui portent des livres. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas parler d'antisémitisme dans le Coran, c'est anachronique. En fait, lui, il s'engueulait avec des tribus arabes judéisées. Il voulait qu'ils le suivent, ils l'ont pas suivi. À un moment donné, il a voulu leur territoire. Ça se faisait à l'époque. Le sport local à l'époque, c'était de se taper sur la figure pour faire ce qu'on appelle en arabe des razois, qui est rentré par l'italien puis via le français en razia. C'est ce qu'il faisait. Et il a effectivement massacré les tribus pour récupérer leur terre. Voilà ce qui s'est passé à l'époque, en fait. Donc, on ne peut pas parler d'antisémitisme parce que c'est anachronique, mais c'est une histoire du 7e siècle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a sanctifié un fait qui aurait dû rester enfermé au 7e siècle. On en a fait une histoire universelle qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. On en parlera. Il y a aussi la difficulté qu'il n'y a pas de critique, c'est effectivement des textes de l'islam, de remise en contexte, où on considère parfois que le Coran est la parole directe de Dieu. C'est un sujet compliqué. On en parle après une courte pause. Je voudrais aussi remercier Fergan Azziari d'avoir été avec nous. Merci Fergan. Et on poursuit la conversation avec Ismaël Saïdi sur la montée de l'antisémitisme en France. Comment le combattre, cet antisémitisme également. À tout de suite sur Sud Radio après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le comédien, metteur en scène, Ismaël Saïdi, écrivain également. Il nous parle de la montée de l'antisémitisme en France. Il a fait une tribune au Figaro en essayant de nommer les choses, en disant qu'il y avait malheureusement un antisémitisme culturel, musulman, islamiste aussi. On parlait avant la pause des origines de cet antisémitisme, savoir ou pas si c'était dans les textes. Vous avez essayé de recontextualiser. On a terminer un peu la conversation, je disais qu'on dit souvent que le Coran est vu par les musulmans comme la parole directe de Dieu. Est-ce qu'un des principaux problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est justement qu'on n'a pas le droit de recours. Il n'y a personne, il n'y a pas de clergé, vous l'avez dit également, pour recontextualiser le Coran, en faire la critique, comme c'est le cas pour la religion catholique ou pour le judaïsme, justement, qui a une vraie tradition d'interrogation des textes. Ce qui est fascinant, c'est que dès le 1er siècle, ce débat a eu lieu. Et donc, dès le 1er siècle, on s'est posé la question de parole de Dieu, pas de Dieu, créé, incréé, il y a l'homme derrière, il n'y a pas l'homme derrière. Malheureusement, très vite, c'est la théorie de parole incréée et parole de Dieu ad vitam aeternam qui a gagné, et encore plus depuis quelque temps, depuis qu'une idéologie s'est installée sur des barils de pétrole et qu'elle a pu envoyer des bouquins un peu partout sur Terre. Mais c'est une vraie question, parce que si
c'est la parole de Dieu, telle qu'elle, qu'il n'y a aucun humain derrière, et que c'est universel, ad vitam aeternam, on a un problème. Et c'est le problème qu'on a eu à l'époque avec Daesh. On n'a pas réussi à lutter contre leur idéologie parce que eux répondaient à tous ces imams. Nous, tout ce qu'on fait, c'est appliquer le Coran à la lettre. Donc nous, on est meilleurs musulmans que vous, finalement. Ouais. Nous, le Coran, il dit que j'ai le droit d'avoir une esclave sexuelle. À l'époque, le principe des esclaves était très facile. Ils se battaient entre tribus. Je gagne contre votre tribu, je tue les hommes, je prends les femmes, les enfants. C'est une esclave. Et donc, Daesh disait, nous, le bouquin, il est là. Nous, on le respecte à la lettre. Et donc, ça, c'est la problématique de considérer que c'est la parole de Dieu. Et beaucoup de musulmans, aujourd'hui, sont bloqués, en fait, sont entre deux chaises. Parce que, d'un côté, on a envie de se dire, c'est la parole de Dieu, c'est la dernière des religions, on a raison, etc. Mais d'un autre côté, si c'est vraiment la parole de Dieu telle qu'elle et que c'est un ordre à respecter à la lettre, on a des problèmes avec pas mal d'endroits, que ce soit par exemple la position de la femme, qui, dans tous les cas, c'est clair et net, est inférieure à l'homme. Il y a des versets qui le disent, mais c'était comme ça au 7e siècle. Je ne juge pas, moi, l'Europe du 7e siècle. Je pense que la femme n'avait pas un meilleur rôle qu'en Arabie à l'époque. Donc, c'est un débat que je ne dois pas avoir moi, c'est un débat effectivement, et on ne doit pas attendre que les théologiens le donnent à tout un chacun. Ce qui fait la force et la faiblesse de l'islam, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de clergé, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu open bar, mais ça permet à tout un chacun d'avoir son libre arbitre. Je peux, moi, me dire, finalement, en lisant le Coran, il y a Dieu derrière, il a inspiré des choses, mais ce n'est pas un fax ou un mail envoyé directement. Il y a des choses qu'on laisse pour le 7e siècle. Il y a des messages universels, tu ne voleras pas, tu n'agresseras pas, etc., que je peux prendre pour le 21e siècle. Et puis il y a des choses qui ne sont pas à moi. Le Coran, dans sa grande partie, ne me parlait pas à moi, en fait. Et ça, c'est pas un message que je donne aux musulmans, parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est plutôt, moi, en tant qu'individu, parce qu'on oublie aussi que dès les prémices de l'islam, ce qui était important, c'était l'individu finalement et pas la communauté. Moi, en tant qu'individu, ce qui m'intéresse, c'est mon rapport à cette foi-là. Et dans mon rapport à la foi, je ne peux pas accepter qu'effectivement un texte du 7e siècle soit d'abord appliqué à la lettre et puis qu'on lui manque de respect à ce point. Et on lui manque de respect quand on l'utilise pour justifier des crimes, mais on lui manque de respect aussi quand on l'utilise pour dire c'est nous les plus gentils, c'est nous les meilleurs. C'est faux. Il n'y a aucune religion qui est la plus gentille. Il n'y a aucune religion qui est la meilleure. Une religion, c'est un club, avec un accès au club, et qui n'aime pas les autres clubs. C'est comme ça que ça marche. C'est point à la ligne, en fait. Et donc, il faut l'accepter. On ne va pas pouvoir refaire... malheureusement la théologie de l'islam dans cette émission, mais même j'ai envie de dire en France, c'est effectivement un long travail historique, mais ce qui me frappe, c'est une forme de régression, parce que vous avez insisté sur les individus. Les individus avaient peut-être une pratique de l'islam beaucoup moins rigoriste il y a quelques décennies, à la fois dans les pays arabes, mais ce qui est encore plus préoccupant, peut-être même en France, dans les années 80, j'ai envie de dire, ou au début des années 90. Comment vous expliquez ce basculement et le fait que ceux qui semblent gagner la partie aujourd'hui sont ceux qui ont une lecture la plus radicale? Oui, déjà rapidement, tous les pays arabes et les Palestiniens, la Palestine, leur premier combat a été un combat, un combat d'actualité tragique. Un combat athée. Faut pas oublier ça. Au départ, c'était du nationalisme pan-arabique et la religion, elle était vraiment tout derrière. Je vais revenir à la France parce que c'est quand même le pays qui nous concerne. Je pense que quand il y a une absence d'identité, quand vous n'avez pas réussi, vous déjà en tant que personne, et l'État aussi, parce qu'il est responsable, à créer votre propre identité, il y a un vide. Et la nature a horreur du vide et le religieux rentre là-dedans. Le religieux vous permet d'avoir une identité apaisée. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Moi, je suis fils d'immigrés. Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi là. Et j'aimerais qu'on parle 2 minutes de l'immigration aussi, je pense. De manière apaisée aussi. Sans partir dans les grandes diatribes. Non, parce que c'est une vraie question. D'un ratage de l'intégration, en tout cas. Tout le monde a foiré. Et en fait, à un moment donné, si on ne l'admet pas, ça ne marchera pas. Tout le monde a foiré. Bien entendu, les États ont foiré parce que moi, je suis l'enfant d'un homme qu'on a ramené pour bosser, en se disant, il va repartir. Cet homme qui est venu pour bosser s'est dit, lui aussi, je vais repartir. C'était une espèce de deal qu'il y avait entre, prenons l'exemple de la France et le Maroc, par exemple, c'est, ils viennent bosser, ils s'en vont, et ceux qui sont venus bosser étaient contents de gagner de l'argent et de repartir. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un gros bug dans la machine. Le bug, c'est moi. Le bug, c'est la génération qui est née ici. Alors au début, on nous a dit, on n'est pas chez nous, on va pas rester, on va partir. Donc vous grandissez
avec cette image de c'est pas chez vous. Et ce n'est pas que l'État qui vous le dit, c'est vos parents aussi. Et il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est pas chez nous ici. Dans quelques années, on part. Bon, vous arrivez en maternelle, dans quelques années, on part. Vous arrivez en primaire, dans quelques années, on part. Puis vous arrivez au collège, les parents s'en rendent compte qu'ils se sont fait piéger. Il n'y aura pas de départ. C'est chez moi ici. Sauf qu'entre-temps, aucun pacte social n'a été signé. L'État n'a pas calculé ce bazar en se disant « Merde, on ne pensait pas qu'ils allaient se reproduire comme des gremlins et on pensait qu'ils allaient repartir. » Ils sont restés. Qu'est-ce qu'on fait? On fourgue ça dans des cités. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les parents eux-mêmes ont dû, et vous vous rendez pas compte de la blessure que ça a été pour l'immigration, les parents eux-mêmes ont dû renoncer à leur rêve, tout un fantasme de retour au pays. Et il y a une génération, la mienne et puis celle qui ont suivi, qui s'est retrouvée sans identité. Parce que on n'est plus de là-bas, mais on n'est pas vraiment d'ici parce qu'on n'a jamais signé de pacte social avec personne. Et ça, c'est un énorme problème. Je pensais qu'il allait se régler avec le temps, sauf que je vois les générations qui arrivent, on l'a pas encore réglé ce problème-là. On l'a pas du tout réglé. Alors effectivement, j'arrive maintenant au religieux. Quand vous n'êtes ni du pays de là-bas, ni d'ici, que personne n'a fait. Et je ne suis pas en train de prendre une posture victimaire. Hein. Je prends vraiment une posture on en parlera sociale. parce que vous avez toujours refusé. Non, c'est social. C'est pour ça que je dis c'est la faute à tout le monde. Mais cette génération-là a été quand même sacrifiée, et par ceux qui sont arrivés, et par les pays qui les ont accueillis. Parce qu'à un moment donné, moi, dans les années 80, ce qui a permis d'avoir une identité, ça a été l'islam. Ça a été les prédicateurs. Parce que du coup, ils vous donnent quelque chose clé en main. En plus, l'islam est universel. Et c'est facile, voilà. C'est facile. Noir, violet, tout ce que tu veux. L'islam, c'est bon. C'est facile. C'est tellement compliqué de se construire dans un pays, non pas qui ne veut pas de vous, parce que j'ai eu la chance, et en France aussi, de faire des études, de faire tout ce que vous pouvez faire, mais qui ne sait pas comment vous gérer. Qui vous donne tous les noms, dans le djihad, je le crie sur scène, qui vous a donné tous les noms possibles et imaginables. Problème d'immigration, problème de l'intégration, problème des immigrés, deuxième génération. C'est dur hein, d'avoir toujours eu un nom de problème à un moment donné. Et puis l'islam arrive, et il vous dit, moi, tout le monde, tu rentres là-dedans, ça va. Et donc vous rentrez là-dedans. Et quand vous rentrez là-dedans, à ce moment-là, vous faites comme un adolescent face à ses parents. Vous allez vous construire en opposition avec ce pays-là. Et ça va être le bordel. Et donc maintenant, on a un travail tous ensemble à faire. C'est que oui, on a foiré l'intégration. C'est pas un vilain mot, hein. C'est pas un mot d'extrême droite. On l'a foiré complètement. On n'a pas compris ce qu'il fallait faire avec ces gosses. Ils ont grandi, ils savent pas s'ils sont français. Ils vous sortent tous les drapeaux possibles, imaginables, sauf le drapeau français. Justement, vous avez employé le mot identité sans en avoir peur. C'est parfois un mot jugé tabou. Je sais, pour vous lire, que vous dites qu'aujourd'hui, on doit tous avoir des identités multiples. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est sain, puisqu'on peut pas être... Ça évite l'essentialisation. Mais est-ce que l'une des erreurs, justement, du pays d'accueil est de ne pas avoir assumé son identité, ne serait-ce que pour la partager avec ceux qui arrivaient, en leur disant, aujourd'hui, vous êtes français, vous devez adopter au moins une part importante de l'identité française. Enfin, bien sûr, parce que vous savez, il faut des identités multiples, mais elles doivent être enveloppées par quelque chose. Exactement. C'est comme un ordinateur, il y a plein de pièces dedans, il vous faut un coffre autour, sinon tout part en tous les sens. Le coffre, c'est l'identité française. Et il s'est passé un truc, c'est qu'on l'a pas travaillé ce truc-là. Alors on l'a pas travaillé pour 1 milliard de raisons. D'accord? On l'a pas travaillé parce qu'il y avait une espèce de condescendance de la gauche, qui voyait des nouveaux prolos apparemment, et ça les arrangeait bien, sauf que c'était pas vraiment des prolos. Et puis un dédain de la droite, qui a toujours vu ces gens-là comme juste... de la main-d'œuvre. Ouais, la main-d'œuvre, et puis qu'est-ce qu'ils parlent? De quoi ils se plaignent? On leur donne à bouffer, ils ont des allocs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, la France, bien entendu que c'est un pays avec une culture, avec une identité, mais c'est aussi une chimère. C'est aussi un rêve. Et donc, et c'est aussi une histoire d'amour. Et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Et donc, il faut recréer ce lien. Il faut recréer cette histoire d'amour. Quand vous voyez des gosses, 15, 16 ans, qui vont vous sortir tous les drapeaux du monde, sauf celui de la France, en fait, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Il y a un travail énorme à faire. Vous savez, j'ai toujours dit que le vaccin contre toute forme de radicalisation, c'est la France qui l'a inventé. C'est 3 mots qu'il y a sur les frontons des mairies, c'est la liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'il faut l'appliquer. Et beaucoup de gens ont l'impression que c'est un mensonge, que c'est pas vrai, c'est pas pour tout le monde en fait, liberté, égalité, fraternité. Et je parle pas de racisme, je parle vraiment qu'à un moment donné, on a raté quelque chose. On a effectivement ramené des gens. Alors après, il y a eu un appel d'air. Après, bien sûr que l'immigration pour le travail s'est arrêtée. Et puis, il est clair que les gens ont commencé à appeler leur famille, ce qui est un peu logique. Mais on a raté ça, on l'assume. Tout le monde, tous, hein, les parents ont raté ça, l'État, tout le monde a raté. Et maintenant, on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour que jeunes et moins jeunes se sentent d'abord français? En leur expliquant que si tu dis que tu es français, tu n'insultes pas ton origine. C'est pas antinomique. Moi, je prends toujours l'identité, je dis que je suis une lasagne.
On additionne les couches. On mélange des choses impossibles dans une lasagne. Hein. Du lait, de la viande, de la farine, enfin c'est impossible. Mais les couches tiennent ensemble. Parce que je peux dire, moi j'ai demandé la société française, donc je l'ai eu. C'est la seule d'ailleurs que j'ai demandé, en fait. Et ça a un peu choqué la dame de la préfecture qui ne comprenait pas qu'un Belge demande à devenir français en général dans l'autre sens, pour des raisons fiscales. Mais parce qu'une fois que j'ai compris que j'ai accepté qu'ici j'étais chez moi, j'ai dit, je vais faire partie de l'histoire. Et du coup, c'est une histoire d'amour. Et je pense qu'il faut, je le fais avec les ados, et ça marche, leur redonner envie d'aimer. On va en parler, Ismaël Saïdi, de vos spectacles, puisque c'est vraiment votre métier. Là, vous avez une prise de parole citoyenne, politique, mais vous êtes avant tout comédien, interprète, metteur en scène. On en parle en toute vérité sur Sud Radio dans quelques minutes. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Ismaël Saïdi, comédien, interprète, metteur en scène, écrivain, qui a pris la parole sur un sujet politique ou citoyen, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il a fait une tribune dans le Figaro dénonçant une forme d'antisémitisme dans une partie de la communauté musulmane. Je sais d'ailleurs pas s'il faut parler de communauté musulmane, mais en tout cas, dans l'islam, on en parle depuis tout à l'heure, Ismaël Saïdi, vous nous disiez que c'était pas sans lien non plus avec l'immigration, le ratage des politiques d'immigration et d'intégration. Je voudrais votre réponse franche là-dessus. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent, et moi j'en fais partie, je suis fils d'immigrés, mais qui pensent que devant un tel ratage, si vous voulez, aujourd'hui, il faut limiter les flux au maximum, intégrer ceux qui ne sont pas encore intégrés et qui ont parfois la nationalité française, et arrêter parce que c'est rajouter peut-être du chaos au moment où on crie Allahu Akbar, place de la République. Est-ce que ça vous paraît être un discours xénophobe, un discours peut-être décliniste, inquiet, ou un discours réaliste? C'est fascinant, ça aussi. Alors, en plus, je suis fils d'immigrés, donc comme vous, donc du coup, je suis pas trop... Je vais pas trop prêcher contre ma chapelle dans le sens que je suis issu du fait que quelqu'un un jour a bougé. C'est compliqué. Mais si vous voulez refaire la façade de chez vous et qu'à l'intérieur ça ressemble à rien, vous fermez les portes, vous nettoyez d'abord, vous arrangez vos meubles, vous faites des travaux à l'intérieur et pour s'occuper de la façade, on ouvrira les portes. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a laissé tous ces sujets-là. Pour des raisons peut-être, j'en sais rien, d'avoir... Il y a une peur, et c'est historique en France, mais il y a une peur viscérale d'être traité de facho ou d'être traité de quelqu'un d'extrême droite, parce que voilà, on a connu la guerre, on a eu beaucoup de choses dans ce pays. Et ce qui fait qu'on a tellement peur d'être traité d'extrême droite qu'on laisse ces sujets-là. On ne veut pas en parler. Et du coup, effectivement, c'est l'extrême droite qui n'a fait que parler de ça. Mais la réalité, c'est que tous les pays du monde, sans aucune exception, se posent des questions sur leurs frontières. Il n'y a pas un seul pays, sinon le concept même de nation n'existerait pas. Je veux dire, tous les pays du monde se posent des questions sur leurs frontières. Il y a des pays quand même, au Maghreb, que je n'ai pas cité, qui ont des politiques limite hyper racistes quand on compare à ce qui se passe ici. Je ne dis pas qu'on doit faire la même chose qu'eux. Je dis que pour l'instant, la situation est tellement chaotique qu'il faut qu'on gère le flux. Ça ne veut pas dire qu'un migrant n'a pas le droit de respect. Qu'un migrant, quand il arrive ici, il ne faut pas qu'on essaie de trouver une solution. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que quelqu'un qui quitte son pays, personne ne quitte son pays parce qu'il est heureux. Et on est d'accord, mais il y a une différence entre les personnes et les intérêts. Bien sûr, l'intérêt de la communauté nationale. Mais j'y arrive. Avant même d'arriver à l'intérêt de la communauté nationale, on peut avoir un discours humaniste qui vous dit que pour l'intérêt de la personne elle-même déjà. Et en plus, on n'a pas les moyens de les accueillir décemment. Mais bien entendu, parce que c'était compliqué dans son pays pour certains. Je ne parle pas des pays en guerre et je ne parle pas des personnes qui demandent le statut de réfugié. C'est encore autre chose. Mais quelqu'un qui est parti pour avoir une meilleure vie, c'était difficile chez lui. Il arrive ici, il se retrouve à prendre du crack à la porte de la chapelle. Je ne sais pas si c'était le rêve d'une personne de faire ça. Donc à un moment donné, c'est important de comprendre que c'est aussi ne pas rendre service aux gens. Alors peut-être qu'il faut qu'on investisse pour aider les pays dont ces gens partent aussi. Alors, je ne sais pas de quelle manière, moi je ne suis pas un homme politique, mais pour aider ces pays pour que les gens n'aient plus envie de partir. Quelqu'un qui a de quoi vivre, de quoi être amoureux, de quoi se mettre en couple avec quelqu'un, de quoi travailler et avoir une belle vie, il ne veut pas partir de chez lui. Il est plutôt heureux chez lui. Donc premier problème, c'est de se dire, par humanité, arrêtez de se voiler la face. On a un problème. Ça vient dans tous les sens, c'est un gruyère. On n'arrive pas à gérer. Déjà, ce qui se passe ici. Deuxièmement, de se poser des bonnes questions. Pourquoi quelqu'un part? Pourquoi il veut venir ici? L'Europe. Alors moi, je suis un europhile convaincu. Je l'étais.
Ça ne veut pas dire que je veux que l'Europe arrête, mais moi j'ai grandi à Bruxelles. Donc moi j'ai vu les ravages. Moi j'ai vu les ravages de l'administration européenne. Moi j'ai grandi dans un quartier dégueulasse qui était juste à côté des instances européennes où on voyait les fonctionnaires européens vivre avec des milliers d'euros par mois. On ne savait pas ce qu'ils faisaient de leur vie. Donc l'Europe est un magnifique fantasme. Cette idée de se regrouper alors qu'on s'est fait la guerre était sublime. Sauf que comme beaucoup de machines à gaz, ça a fini par devenir ce que c'est aujourd'hui. Et donc il faut se poser des bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'Europe, je suis pour l'Europe. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose qui ait jamais été faite de ce côté-ci du monde, parce qu'on a réussi à transcender nos différences pour créer un énorme pays, finalement, même si on parle plein de langues différentes. Mais oui, c'est une problématique. En fait, c'est un vrai problème pour les gens qui partent lorsqu'ils arrivent ici, la souffrance qu'ils vivent ici. C'est un vrai problème aussi pour le pays, pour la France, qui, à mon avis, va avoir de plus en plus de mal à gérer ça. C'est un problème parce que du coup la population, alors je parle même pas des gens qui habitent à Paris, mais il faut se mettre à la place d'une petite dame qui habite dans le sud-ouest, un petit village, qui voit ça à la télé, qui commence à avoir peur, qui se dit mais moi j'ai une pension de 897 balles et moi on me donne rien, pourtant à la télé j'ai vu que ces gens-là on leur donne les soins gratuits. Ça crée de la haine et de la colère, donc je pense qu'il faut le gérer et qu'il faut pas avoir peur d'utiliser les bons mots. Et j'aimerais finir par rapport à l'immigration sur un truc. C'est fascinant parce que là j'ai entendu récemment qu'on parle de oui mais pour la main d'œuvre on aimerait bien en garder quelques-uns. Et les gens en disant ça pensent qu'ils sont humanistes. Donc ça y est, on recommence en fait. On recommence ce qu'on a fait avec mes parents, c'est-à-dire que pour le sale boulot que personne ne veut faire, on va aller chercher ailleurs. Pas pour devenir ingénieur, mais pour le sale boulot, on a encore besoin de les tomates dans le sud-ouest ou dans le sud-est, c'est encore eux qui viennent. Les vignobles. Moi, j'ai joué dans plein de villages où il y a des vignobles, il y a que des Marocains, en fait, qui récoltent. Alors pour ça, d'accord. Donc c'est ça qui me pose un problème. C'est que pour ça, d'accord, on peut les ramener pour le boulot de merde, mais pour le reste pas. Donc c'est pas une solution non plus. Non, et c'est pas une solution économique non plus, parce que voilà, c'est aussi des boulots où on pourrait augmenter les salaires pour les rendre justement plus, la vraie solution, plus désirables. La vraie solution, c'est de pas chercher un esclave. La vraie solution, c'est d'augmenter le salaire. En fait, tout simplement. Exactement. On sera d'accord là-dessus. On va arrêter peut-être de parler immigration, bien que pas tout à fait, ça fait partie du sujet, mais parler un peu de votre travail d'artiste, parce que c'est important aussi, et vous conjuguez justement le métier d'artiste, d'homme de théâtre, avec des sujets tabous qui sont l'islam, l'immigration, l'identité, avec ce spectacle Jihad qui a été un formidable succès, en Belgique je crois d'abord, et ensuite en France, aujourd'hui Eden. Comment ça vous est venu, cette idée de mêler les deux? Est-ce que vous croyez que c'est justement important pour réussir ce travail d'intégration avec ceux qui sont là, de toute façon? Alors moi, je le fais pas exprès. Donc j'ai écrit des textes parce que ça me parle au départ et parce que c'est Alexandre Dumas qui disait, Alexandre Dumas dont je suis fan absolu, mais qui disait l'imaginaire est une maladie dont l'écriture est la saignée. Et moi, c'est ça. À un moment donné, les trucs qui me trottent dans la tête, il faut que je les écrive. Djihad, j'ai écrit cette pièce en juillet 2014, les dates sont importantes, il n'y a personne qui en veut, je la crée... avant Charlie Hebdo. Vous allez voir que les dates sont importantes. En plus, j'étais sur un film, donc j'ai dû arrêter la prod en disant j'ai besoin de cette pièce. J'avais vu une photo d'un mec qui était avec moi en classe quand j'avais 15-16 ans, là j'en avais 38, et là je le voyais en Syrie, avec Kalachnikov, drapeau de Daesh. Malheureusement pour moi, vous savez que la Belgique a été un gros fournisseur pour Daesh, et surtout mon quartier. Et c'est Molenbeek, votre moi, quartier? c'est Scarbeck, c'est à côté. Donc c'est Molenbeek, Scarbeck, il y a une rue. Et je vois ça et ça me travaille. J'ai écrit l'histoire de ces trois gars qui partent de Bruxelles pour aller en Syrie tuer des mécréants, et chacun a un parcours un peu chaotique, et j'ai écrit cette pièce, il n'y a aucun théâtre qui en veut, je trouve une MJC qui me dit ok, je te passe la salle, j'ai pas le droit de faire de pub parce que mettre une affiche de Djihad dans le métro ça le fait pas, et du coup on l'a créé le 26 décembre 2014 pour 5 soirs, et ça marche, ça se remplit, j'ai la salle qui est remplie, 130 personnes, et on arrête le 30 décembre 2014 et moi je repars pour faire mon film, et 3 semaines après, Charlie Hebdo, l'épicerie cachère, Clarissa Jean-Philippe qu'on tue sur ce rond-point. Et les médias se posent des questions sur cette pièce bizarre là qui raconte le présent. Parce que les personnages font quasi la même chose. J'ai un gars qui a pas le droit de dessiner, j'en ai un qui est fan d'Elvis, mais qui découvre sur la tombe d'Elvis quand il va à Graceland qu'il s'appelle Elvis Aaron Presley. Et comme il s'appelle Aaron, il pense qu'il est juif. Donc, et comme il déteste les juifs, il se dit je vais arrêter. Enfin, tous ces gens-là ont des parcours chaotiques. Je vous fais la version courte, les médias s'en emparent, la pièce passe de petite ovni dans un théâtre à
une pièce qui est jouée partout. Elle est dans les programmes scolaires en France depuis maintenant 6 ans. Elle travaille au collège. Je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui l'ont vue. Elle a été traduite du Japon à la Côte d'Ivoire en passant par je ne sais plus combien de pays. Et le sujet, c'était juste que le sujet m'interpellait. Il y a une suite que j'ai fait après qui a eu le même succès qui s'appelle GN, où là, un des personnages revient et se fait exploser dans une école juive. Donc, on était en 2017. Puis le dernier volet, Eden, où là, c'est une pièce que j'ai écrite après avoir rencontré les victimes du Bataclan, et j'ai voulu écrire une pièce sur le pardon, sur la rédemption, sur les victimes en fait. Et ces sujets, ils viennent à moi. Je me pose pas de questions en me disant l'actualité parle de ça. Vous voulez voir l'ironie des choses, c'est que j'ai donné un texte au Théâtre de Liège il y a 1 an et demi. Au mois de juin, ils me disent super, il est génial le texte, on va te programmer. Donc la pièce sera créée là en avril 2024 et elle s'appelle Jérusalem. La pièce. Et donc ça parle du conflit israélo-palestinien. Et je m'étais dit, tiens, je vais parler d'un truc dont on parle plus vraiment. Comme ça, j'aurais pas l'actualité sur la gueule. Et finalement, non. Et finalement, elle me suit tout le temps. Donc, ça veut dire aussi que vous comprenez votre présent. Est-ce que vous faites aussi un travail autour des pièces, vous les avez jouées dans des prisons face à des vrais djihadistes, vous parlez, je crois, notamment quand les scolaires viennent vous voir. Qu'est-ce que vous tirez de ces réactions? Est-ce que vous avez pu faire basculer, alors je ne crois pas qu'on puisse faire basculer avec une pièce quelqu'un qui a été vraiment djihadiste, qui est idéologisé, mais il y a beaucoup de gamins dans la zone grise. Vous parliez de tiraillement identitaire, de ne pas savoir où on en est. Vous croyez que c'est aussi par là qu'on arrive à tirer certains gamins de la... Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans presque. Maintenant, quand j'ai commencé, je vous aurais dit c'est de l'arrogance de vous répondre, j'en sais rien. Alors, je parle pas des prisonniers, j'en parlerai dans 2 minutes, mais pour les gamins, entre-temps, il y en a qui l'ont vu, ils étaient au collège, ils sont à la fac maintenant, ce qui me vieillit un peu. Et mon boulot à moi, c'est pas de changer les mentalités. Moi, je fais des pièces, je saute sur scène et il y a un petit sujet derrière. Mon boulot à moi, je me vois comme un mec qui tape sur des murs. Vous savez, vous tapez sur un mur, vous tapez, un jour, il y a une fissure. La fissure, elle peut rester là toute votre vie, ou elle peut faire tomber le mur. Moi, mon boulot, c'est de la fissure. Et cette fissure, je l'ai vue. Je l'ai vue dans les yeux des élèves, je l'ai vue dans les prisons. Vous savez, je joue dans des conditions en prison. J'aurais jamais cru un jour faire ça. Moi, quand on m'a demandé de faire des prisons au début, je trouvais ça drôle. J'y suis allé. J'en ai fait peut-être une 50aine depuis. Je sais plus combien j'en ai fait, mais il y a des moments où ils sont 10 prisonniers. La dernière que j'ai fait au mois de juillet, il était tout seul. En fait, j'étais dans un parloir de 4 mètres carrés où je jouais mon seul en scène Tribulation d'un musulman d'ici. Et donc, j'étais seul avec ce gars dans un parloir. En plus, c'était une prison haute sécurité. Ils me cachaient quand ils sortaient de prison. Je sais pas qui c'était. En général, je leur demande jamais ce qu'ils font. Ils me le disent à la fin, ce qu'ils ont fait s'ils ont envie. Et donc, je parle avec le gars et je vois que ça se passe bien. Il sourit, il pleure quand je parle de mon grand-père, machin. Je parle d'antisémitisme, ça a l'air de le faire bouger. Puis on fait un débat après, et puis je découvre que c'est le mec qui a voulu faire péter le Thalys. Donc du coup, moi, quand il me le dit, ça me perturbe un peu, parce que je me dis, oula, ah ouais, quand même, super, merci. Et puis le soir, il y a une des responsables qui m'a envoyé un mail pour me dire, écoutez, ça fait des années qu'on essaie de le faire parler, là, il a parlé ce soir. Donc apparemment, il y a une fissure qui a fonctionné. C'est ça mon boulot. Je veux rien faire d'autre. Moi, je pense que j'arrive à écrire pour les ados, d'abord, je le fais pas exprès, mais je pense que j'ai jamais oublié l'ado que j'étais. Et je sais cette colère, je l'ai eue moi. Je sais cette colère quand on veut en vouloir à la terre entière alors que il faut juste essayer de l'apaiser et de se lever. Je le sais, donc j'ai écrit des pièces qui parlent de ça. Merci Ismaël Saïdi, merci pour votre courage, pour ces paroles qui sont aussi pleines d'espoir, qui sont réalistes mais pleines d'espoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité. À bientôt.